Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la 10e étape du Tour d'Italie. Après une journée de repos qui aura fait du bien à certains coureurs, il fallait remettre la machine en route pour cette journée courte, 142 km, avec une arrivée au sommet. Autant vous dire que c'était pas du gâteau pour les coureurs sur cette étape. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. TikTok, les shorts juste après l'arrivée des grandes compétitions, notamment du côté du Giro. On fait également les 4 jours de Dunkerque en ce moment. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et plus vous cliquez rapidement sur une notification, sur une vidéo, plus elle est mise en avant par YouTube et ça permet de soutenir la chaîne. Et puis n'hésitez pas également à faire un super thanks, seulement si vous avez les moyens, si vous voulez soutenir mon travail. Et je remercie les gens qui le font, même des dons qui sont assez dingues. Certains. Ne vous endettez pas pour moi. Bon, on commence tout de suite avec cette étape numéro 10. Étape numéro 10 où on avait une journée qui était pas évidente. Ouais, c'était pas une journée facile. Mais avant de revenir sur l'étape numéro 10, on va revenir sur le Stelvio. Ça, c'est l'info du jour pour la suite de ce Tour d'Italie. Le col du Stelvio, pardon, qui est officiellement supprimé de la 16e étape. Alors, le risque officiel, c'était le risque d'avalanche pour les organisateurs, car il doit reneiger dans les jours à venir. Il est peut-être même en train de neiger en ce moment du côté du Stelvio. Et on devait avoir de nouveau de la chaleur lors du week-end. Autant vous dire que le manteau neigeux aurait été très instable et donc c'était dangereux d'aller sur le Stelvio. Et de toute manière, je vous en avais parlé hier, avant-hier, du côté du Stelvio, la route est défoncée. Mais vraiment, vous voyez des fissures qui font 3 mètres de large. Autant vous dire que c'était pas raisonnable de vouloir aller du côté du Stelvio. Ce qui fait que le parcours de cette 16e étape qui devient presque une arlésienne, parce qu'entre le parcours qui était prévu au départ lors de la présentation et le parcours qu'on va avoir à la fin, c'est vraiment un grand changement parce qu'il y avait déjà eu des difficultés qui avaient été modifiées du fait qu'on ne pouvait pas passer en Suisse à certains endroits. Donc ça, c'est forcément un vrai problème. Donc ce qui fait qu'au lieu du Stelvio, les coureurs iront sur le Giorgio di Santa Maria, alors qui est un petit peu plus bas, un petit peu plus court, mais qui reste quand même un sacré morceau, avec 2498 mètres d'altitude et 16 km 700 à 7% de moyenne. J'espère qu'on aura des informations sur la montée, parce que moi je ne pourrais pas vous donner les informations par rapport au Garibaldi sur cette étape. Donc on ne sera pas très loin de la frontière italo-suisse, donc quelques kilomètres simplement du Stelvio. Donc nouveau changement du côté de cette étape. La fin de journée, par contre, sera similaire, parce que cette montée est à peu près au même kilométrage que le Stelvio, c'est-à-dire dans la première moitié d'étape. Ensuite, on aura une énorme phase de transition pendant quasiment 120 km avant que les derniers kilomètres soient un petit peu plus compliqués en montée. C'est une étape un peu particulière, encore une fois, parce qu'il devait y avoir une montée en plein milieu qui a été squeezée, vu qu'on ne pouvait pas aller en Suisse. Ce qui fait que ça fait un parcours un peu foireux, le parcours de cette étape. Numéro 16. Bon, on regarde tout de suite le résumé de l'étape numéro 10, le résumé de cette grande journée de cyclisme. Eh bien, ça a commencé par des mauvaises nouvelles. Il y a un petit virus qui traîne dans le peloton. Ça nous rappelle l'année dernière avec Remco Evenepoel et on a eu pas mal d'abandons après cette première journée de repos, comme l'année dernière. Cette fois-ci, c'était Olaf Koy, notamment le vainqueur du dernier sprint. Qui a dû s'arrêter, un petit peu souffreteux. On a eu également Ethan Vernon, encore un nouvel abandon chez Israël. Ils sont déjà 4 à avoir quitté la course dans cette formation. Et puis Max Kanter, le coureur d'Astana, et Marius Mayhofer, qui lui était tombé dans le final de l'étape 9. Ça ne nous avait pas été indiqué par le plus grand réalisateur de tous les temps, Antonio Foresta. La version italienne d'Antonio Forestier nous ferait presque regretter le français sur le Tour de France. Bon, étape, très vite, une première échappée avec 2 coureurs, Quinton Herman et Simon Clark. Sauf que cette échappée n'aura jamais beaucoup d'avance, car on a énormément d'attaques qui se multiplient, notamment Scaroni, Paleni,
Touzé, Piccolo, Calmejane, Cyril Barth également. Et puis un troisième homme va les rejoindre, c'est Alessandro De Marchi, le coureur de la Jayco Alula. J'avais dit lors de ma présentation qu'il faisait partie de la formation Israël. C'était une erreur de ma part, j'ai fait une Patrick Chassé à ce moment-là. Donc vous aviez Alessandro De Marchi. On a également une chute pour Louis Barret. Et donc De Marchi qui rejoint ces coureurs-là à 134 km de l'arrivée. Mais à 3, il n'arrive toujours pas à prendre de l'avance. 30 secondes au maximum. Et au sprint intermédiaire à 88 km de l'arrivée, Quinton Herman décide de se relever. Et pour permettre à Caden Groves de prendre des points pour le classement du sprint intermédiaire. Et donc De Marchi passe en tête devant Simon Clark et Caden Groves à 78 km de l'arrivée. Nous avons un groupe de poursuite qui décide de se lancer, avec notamment à l'intérieur Romain Bardet, Alaphilippe, Valentin Paré-Peintre, Juan Pedro Lopez, Domenico Pozzovivo, Damiano Caruso, Esteban Chavez, Simon Geschke, Badjoli, Fozana. Autant vous dire qu'il y avait du beau monde et surtout deux coureurs bien classés du côté du général, Zana et Romain Bardet, qui peuvent être donc dangereux pour le maillot rose et qui pourraient peut-être récupérer le maillot rose sur cette étape. À 63 km de l'arrivée, nous avons donc le groupe 1 avec deux coureurs, toujours à ce moment-là, Simon Clark et De Marchi. Derrière dans le groupe 2, De Marchi et en passant Simon Clark, qui avait déjà fait une échappée à deux ensemble, c'était du côté de Naples l'année dernière. Et ça s'était pas très bien fini dans le final entre les deux. À 35 secondes, nous avons donc ce fameux groupe de poursuite avec ses grands noms, Bardet, Badjoli et autres. Et puis le peloton, lui, est à 2 minutes 20 et laisse filer, car la UAE n'a pas forcément d'autres équipes qui décident de rouler avec et que ce groupe-là n'est pas forcément un véritable problème. À 63 km de l'arrivée, donc juste après, 500 mètres après, parce que Clark et De Marchi décident de se relever, le groupe 1 et le groupe 2 se retrouvent ensemble. À 60 km de l'arrivée, l'écart monte à 3 minutes 30, 4 minutes à 53 km de l'arrivée au sommet du premier classement de la montagne. C'est Simon Geschke qui passe en tête devant Filippo Fiorelli. Et puis l'écart continue d'augmenter jusqu'à 4 minutes 20. Et puis ensuite, alors que l'écart commençait à approcher les 5 minutes 10, 5 minutes 20, et que Romain Bardet commençait à être dangereux pour le top 10 du général, avec également Filippo Zana, eh bien Antonio Tiberi et la Bahreïn décident de rouler à 39 km de l'arrivée. Eh bien, vous avez Alaphilippe qui est lâché. Des petites douleurs, il semblerait, au genou pour Alaphilippe, mais surtout beaucoup d'efforts les derniers jours et un petit souci de récupération. De Marchi, Foss également sont lâchés, comme Simon Clark en même temps pour De Marchi et Simon Clark. Ils sont restés longtemps en tête de la course avec pas beaucoup d'avance devant l'échappée de 30 et ça leur a coûté extrêmement cher. Nous arrivons au sprint intermédiaire. À ce moment-là, la Bahreïn ne roule pas encore. La Bahreïn roulera à partir de 25 km de l'arrivée. J'ai dit une petite bêtise. À 37 km de l'arrivée au sprint intermédiaire, c'est Fiorelli qui passe en tête au sprint bonification, même à ce moment-là. Fiorelli en tête devant Tratnik. Et le groupe explose en fait juste avant ce sprint bonification avec un Tratnik qui accélère. Donc Fiorelli qui est deuxième. Et puis un groupe avec Romain Bardet, Paré-Peintre, avec également Badjoli et Frigo qui décident de suivre. À 25 km de l'arrivée, Jan Tratnik a 6 minutes 29 d'avance par rapport au peloton et 33 secondes d'avance par rapport au groupe de poursuite, donc Bardet, Badjoli, Paré-Peintre et Frigo. À 17 km 500, la Bahreïn n'est plus toute seule, aidée par Ineos. L'écart diminue, nous n'avons plus que 5 minutes 12 d'avance pour Jan Tratnik. À 13 km de l'arrivée, l'écart descend à 5 minutes 07. Et le groupe Bardet, Badjoli, Paré-Peintre, Frigo a lui 1 minute 11 de retard sur Tratnik. Ça commence à sentir bon pour le coureur de la Visma Lease Bike. Mais c'est au même moment que Bardet et Paré-Peintre décident d'attaquer pour suivre Jan Tratnik. Ils vont très vite reprendre 20-25 secondes et puis ensuite ils vont piocher. Ils vont rester bloqués à 40 secondes. C'est-à-dire qu'à 5 km de l'arrivée, il y avait encore
plus de 30 secondes d'avance sur Tratnik, sur le duo de coureurs qui collaboraient bien. Mais Tratnik était vraiment très fort. Et puis à 3 km 200, alors que les écarts GPS ne sont plus bons à ce moment-là, eh bien Pareil Peintre décide d'attaquer. Et à 500 mètres plus loin, alors qu'il n'y avait plus que 16 secondes, 15 secondes de retard entre Pareil Peintre et Jan Tratnik, eh bien il revient sur le cours de la Visma Lease Bike et le déborde pour s'envoler vers la victoire devant Romain Bardet et Jan Tratnik. Et dans le peloton, par contre, derrière, eh bien, grosse accélération de la Decathlon AG2R pour mettre en orbite Ben O'Connor, notamment avec un gros travail. Vous avez du Pareil Peintre qui va déjà anticiper, qui va faire une première attaque, et puis surtout Ben O'Connor et Alex Baudin. Alex Baudin qui va mettre sur orbite Ben O'Connor, qui va lui permettre de reprendre quelques secondes sur notamment Tiberi et sur Kian Uijtdebroek. On fera un point du côté du classement général en fin de vidéo. On regarde tout de suite les deux sondages. Alors il y avait 3 questions que je vous avais posées, mais en fait il y a une question qui n'est pas passée en sondage. Et comme j'ai fait les sondages hier à 22h40, eh bien j'ai pas revérifié à cette heure-là. Je pensais que voilà, il y avait oui/non pour la question sur Romain Bardet. Ce n'était pas le cas. Je vous reposerai peut-être une question sur Romain Bardet demain. Lorenzo Fortunato peut-il rester dans le top 10 jusqu'à la fin du Giro? Eh bien, vous êtes vraiment indécis. Oui, non, on est sur du 50-50, 50-50. Le super mat-moite qu'il va falloir utiliser pour savoir s'il y a une réponse ou non qui se détache. Et puis, l'autre question, c'était sur cette étape numéro 10. L'échappée peut-elle aller au bout? Et là, vous avez dit oui à 76%, non à 24%. Eh bien, vous aviez raison. La note de l'étape, j'ai mis un 11 sur 20. Certains vont dire, oh c'est pas beaucoup, 11 sur 20. On me reprochera plus d'être chauvin dans ce genre de cas. Non, mais 11 sur 20 parce que c'est le type de format d'étape, c'est assez linéaire. Alors bon, c'est vrai qu'il y a eu ce début de course avec beaucoup d'attaques où ça réaccélère tout le temps. Mais ensuite, c'est assez linéaire parce qu'une fois que la bonne échappée part, bon, elle prend assez vite de l'avance. Sauf qu'elle part très tardivement, on est à 78 km de l'arrivée et je pense que je me suis pas attaché véritablement à cette échappée. Parce qu'il y avait aussi beaucoup de coureurs. C'est vraiment dans le final, quand Tratnik attaque, où je commence à prendre un petit peu de plaisir. Mais c'était une étape moyenne pour moi. C'était pas catastrophique en termes de spectacle, mais c'est pas l'étape où j'ai pris le plus de plaisir sur ce Tour d'Italie. C'était assez linéaire en fait sur cette journée. Voilà, il n'y a pas eu tant de suspense que ça dans ce qui pouvait se passer derrière l'écran. Bon, on regarde tout de suite le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, eh bien, je commence tout de suite avec Valentin Pareil Peintre, le vainqueur du jour, le coureur français. Première victoire sur un grand tour, mais on le voyait que la forme était là, que ça progressait. Moi, je trouve qu'il avait fait un très bon Tour des Alpes. On l'avait vu également en début de course, c'était pas mal. Et puis sur l'étape de samedi, à Prati di Tivio, où il était parti dans l'échappée, il se fait reprendre très tardivement à ce moment-là. Et là, c'est vrai que quand on voit le groupe de devant, en plus, il avait l'avantage de ne pas forcément être obligé d'avoir la course sur les épaules, parce que lui, il avait Ben O'Connor qui était derrière. Donc c'est le travail qu'a fait notamment Romain Bardet avec ses équipiers. Il y a des coureurs comme ça qui se sont retrouvés dans cette situation-là et est obligé de rouler, ce qui n'était pas l'obligation de Valentin Pareil Peintre. Donc ça a peut-être joué. Dans le final, il était au-dessus. Et je pense que Romain Bardet avait compris qu'il était au-dessus. Il a réussi à récupérer la roue, mais il voyait bien que c'était difficile d'aller jouer avec Pareil Peintre. Surtout que c'est 2 coureurs qui ont dû... non, parce qu'il était déjà CDSM quand il était dans l'équipe 1 d'AG2R. Pareil Peintre, Valentin Pareil Peintre. Mais c'est peut-être des coureurs qui se connaissent quand même. Et là, sur cette journée, il a été au-dessus. Coureur qui n'a que 23 ans. C'est vrai que moi, j'avais été presque déçu de son début de course où j'avais dit, c'est vrai que je me disais, je voyais jouer le maillot blanc. Et il avait perdu du temps très vite, notamment Sogtuerio di Europa.
Et puis il avait perdu du temps également sur le contre-la-montre, donc il n'avait pas fait à fond. Mais il y avait une autre étape où il avait perdu pas mal de temps. Et là, je m'étais dit, ah, c'est dommage, parce qu'il y avait peut-être un maillot blanc à aller chercher, un bon classement général chez les jeunes. Mais quand on regarde bien depuis son début de saison, il fait 8e quand même du Down Under. Il fait 4e du classement des jeunes du Tour de Catalogne. Derrière, il fait 4 du Tour des Alpes, en étant 3e de la dernière étape derrière son frère Aurélien. Et bien là, aujourd'hui, c'est lui qui s'impose. Voilà, avec une très très belle course. Coureur qui est en fin de contrat avec la Décathlon. Je pense il va plutôt renouveler, mais il faut quand même toujours se méfier. Je ne sais pas si Aurélien a un contrat encore long. Ouais, les deux frères sont en fin de contrat. Donc, vu les résultats qu'ils ont eu, ça a commencé à faire réfléchir peut-être d'autres formations. Et puis, on va voir ce que ça va donner pour Valentin Paré-Peintre. Mais il était très content, très fier de ce qu'il avait réalisé aujourd'hui sur cette formation. Et puis, la sœur doit être contente après Aurélien, du côté de Maëva Paré-Peintre. Eh bien, c'est Valentin qui s'impose, donc très très belle victoire. Et puis, on est sur des coureurs qui ont du talent, mais c'est vrai que Valentin arrive à maturité plus jeune qu'Aurélien. Et c'est un coureur vraiment avec du punch. On le voit, c'est pas simplement un grimpeur, c'est un grimpeur qui a quand même pas mal de punch pour changer de rythme. Là, on a vu la manière dont il revient sur Tratnik, la manière dont il attaque à 2 ou 3 reprises. C'est vraiment sur des changements de rythme et c'est ce qu'il avait réussi à faire également samedi. Les jambes sont très très bonnes pour lui. Et puis du côté des Décathlon SG2R, on continue sur la dynamique du début de saison avec encore des points marqués. Voilà, cette équipe, je rappelle, est deuxième au classement UCI sur l'année 2024. L'année dernière, elle devait être 14 ou 15. Donc voilà, le changement est assez dingue du côté du classement par équipe. Avec les vélos Van Rysel, voilà, il y a eu un grand changement dans cette formation qui a fait beaucoup de bien. Donc très belle victoire de Valentin Paré-Peintre, qui était au-dessus aujourd'hui dans l'échappée et qui a très très bien géré dans le final. Qui s'est pas fait avoir, parce que parfois quand vous avez des groupes comme ça de 30, des fois vous ne suivez pas un mouvement de course, comme le mouvement avec Traknik, le mouvement avec Bardet, puis parfois vous regrettez dans ce genre de situation. Je pense qu'il y a des coureurs qui étaient peut-être en capacité d'accompagner Bardet Paré-Peintre, mais qui n'y ont pas cru, ou qui n'étaient pas tout de suite dans la roue. Et ensuite, derrière, ça vous met en difficulté dans ce genre de situation. Et puis la Décathlon AG2R également, la belle performance de Ben O'Connor. Voilà, on est plutôt en bonne forme dans cette formation. Ça continue vraiment du côté de cette formation Décathlon. Je continue avec Romain Bardet. Alors moi, quand je vous avais posé la question ce matin de savoir s'il allait perdre du temps, c'est que pour moi, Romain Bardet allait perdre du temps aujourd'hui parce que, comme je le dis toujours, c'est pas un coureur qui aime les lendemains de journée de repos. Voilà. Alors il dit que maintenant, c'est avec presque la vieillesse. Il n'a jamais été très bon un lendemain de journée de repos. Il a parfois connu des grosses défaillances. Je me souviens, je crois que c'est le Tour 2012, où il est tout jeune. Je crois que c'est le 2012, où il a un énorme coup de bambou dans les Pyrénées après une journée de repos. Je ne sais plus si c'est le 2012 ou le 2013. Où il a à ce moment-là, il est 4e du général, 4e ou 5e du général. Et il a un énorme coup de bambou. Où il arrive, il fait une mauvaise journée. Je ne sais même pas si c'est pas 2014 ce coup-là. Mais c'est dans une étape dans les Pyrénées. C'est soit 2012, 2013, 2014. C'est vraiment dans ses premières années de carrière où il a vraiment une journée vraiment très très difficile. Ça a toujours été le cas avec Romain Bardet. Les lendemains de journée de repos ont toujours été difficiles. Alors ça s'arrange peut-être pas avec le temps, mais c'est pour ça que je me disais aujourd'hui, il va perdre. Alors, en plus, c'est pas forcément une montée qui lui convient énormément. C'est encore une montée assez sèche. Il n'y a pas forcément de grosses difficultés auparavant. Donc on sait que les coureurs français préfèrent plutôt quand il y a plusieurs montées dans l'étape. Il se retrouve dans l'échappée. Il semblerait que c'était presque un coup de chance qui se retrouve dans l'échappée. Bon, ça part, tant mieux pour lui. Il se retrouve dans une situation où il sait qu'il peut remonter au classement général. Après, il disait, j'avais pas des grandes sensations aujourd'hui, mais il s'y attendait. Mais ouais, je m'attendais pas à ce que... je pensais aujourd'hui vraiment que Romain Bardet allait perdre beaucoup de temps, ce qui n'a pas été le cas.
Donc je suis content pour lui, il remonte 7ème. Bon, on va voir ce que ça va donner maintenant dans 2-3 jours avec le chrono individuel, qui va être un vrai chrono de spécialiste. Donc ça va pas forcément être évident pour Romain Bardet. Mais pour le moment, c'est un bon début de course de la part du coureur. Enfin, c'est un bon début de deuxième semaine pour le coureur français. Plus moins correct, Simon Geschke qui prend encore des points du côté du maillot bleu. C'est son objectif désormais, hein, le maillot bleu, je pense, plus que la victoire d'étape. Donc voilà, il a marqué des gros points aujourd'hui dans ce classement. On sait qu'il n'était pas passé loin sur le Tour de France. Bon, bah, l'objectif, c'est peut-être d'aller le chercher. Pour le moment, il a toujours une cinquantaine de points de retard sur l'ogre Pogacar. Sauf que Pogacar, en troisième semaine, il sera obligé de laisser des étapes aux adversaires. Et là, ça peut très bien lui convenir à Simon Geschke. Pour l'instant, il a pris 2 échappées. Bon, voilà, il se retrouve à avoir une cinquantaine de points. Donc, il a plutôt été rentable dans ses efforts. Voilà, il a réussi à marquer des points. Il n'y a pas d'échappée où il n'a pas marqué des points. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le coureur allemand. Et puis, je termine avec Julien Alaphilippe. Bonnet d'âne, pardon, Julien Alaphilippe. Il est dans l'échappée. Alors là encore, il nous dit bon, c'était pas forcément prévu. Je pense qu'il aurait dû se relever. Il aurait dû se relever parce que il a fait beaucoup d'efforts les derniers jours, Julien Alaphilippe. Et au bout d'un moment, il y a une accumulation de fatigue. Et là, on l'a vu aujourd'hui, c'était trop. Donc, comme j'avais dit, il faut qu'il se refasse à cerise. Mais moi, j'aurais plutôt préféré qu'il se refasse à cerise dans le peloton aujourd'hui que de tenter de prendre l'échappée. Surtout qu'il a été assez transparent au final dans l'échappée. Parce qu'il fait partie des premiers coureurs lâchés avec De Marquis et Clark. Donc, il était pas en forme, pas top. Il avait l'air de montrer un petit peu le genou. Donc ça, c'est pas très rassurant parce qu'on sait qu'il a eu une fracture au niveau du haut du tibia. C'était pendant les classiques flandriennes. Donc j'espère que il est parvenu un peu trop vite et qu'il n'y a pas des douleurs qui se sont réveillées avec la fatigue. Donc vraiment maintenant se reposer. Essayer de récupérer pour Julien Alaphilippe parce qu'il y aura des étapes qui peuvent lui convenir. Mais s'il part en échappée tous les jours, ça ne va pas le faire. Mais en même temps, c'est un peu la spécialité de Julien Alaphilippe d'attaquer énormément sur les grands tours. Ça date pas de cette année, ça date pas de l'année dernière. En 2020, par exemple, sur le Tour de France, il attaque énormément tous les jours sans être forcément hyper efficace. Le Dauphiné 2019, pareil, il attaque énormément. Donc c'est un coureur qui, sur les grands tours, sur les courses par étapes, a tendance à faire énormément d'efforts, parfois trop. Et ça lui reste un petit peu dans les cuisses. Allez, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Les coureurs top du jour, on commence avec Pogacar. Pourquoi Pogacar? Parce qu'en fait, la journée est tranquille pour Pogacar. Même s'il a dit en interview, j'ai fait à contre-cœur, j'ai laissé l'étape à contre-cœur. De toute manière, encore une fois, il ne pourra pas gagner les 21 étapes de ce Tour d'Italie. Donc, il y a un moment, il faut qu'il fasse un peu une raison. L'objectif sur un grand tour, c'est déjà d'aller gagner le classement général final. Et ensuite, tu vois, quand tu as l'opportunité d'aller chercher une étape, tu la prends, mais faut pas courir pour aller comme si c'était une classique tous les jours, parce que sinon, à la fin, tu t'en sors plus. Et du côté de Pogacar, aujourd'hui, les équipiers ont pu se reposer. Et ça, je pense que ça leur a fait du bien, parce qu'à part Molano en début de journée qui a un peu travaillé, le reste, c'était calme. Voilà. Je pense que des Maïka, des gros Schartner, des Damen Novak, aujourd'hui, ça a dû leur faire du bien d'avoir cette presque deuxième journée de repos. Alors, il y a quand même eu un gros tempo dans les premières heures de course, mais ils n'ont pas bouffé du vent par rapport aux jours précédents. Du côté de Pogacar, moi je trouve qu'il a été intelligent, il a joué avec ses adversaires, il a joué avec Tiberi, il a joué en fait sur le côté compte d'apothicaire. Et on sait que maintenant sur les grands tours modernes, les comptes d'apothicaire commencent de plus en plus tôt. Et ça a marché avec la Bahreïn, ça a marché avec Ineos qui s'est dit Bardet il est en train de reprendre du temps, Zana est aussi en train de reprendre beaucoup de temps, il faut qu'on arrive à aller chercher ces mecs là. Et ce qui fait que Pogacar dans le final il gagne même un petit peu de temps sur un Tiberi, sur un Hülkenberg grâce au travail de Ben O'Connor, mais aujourd'hui son équipe n'a pas vraiment mis un coup de pédale à l'avant de la course
Et donc il a récupéré un petit peu du 109. Demain, je pense qu'on laissera faire un petit peu les sprinters. Je suis pas sûr qu'en plus beaucoup de coureurs veuillent partir véritablement dans l'échappée demain. On pourrait avoir une fin de course très animée, mais le début de journée, je sais pas trop si ça va vraiment partir en grosse bagarre. Ce qui veut dire que, bon, d'ici le contre-la-montre, même l'étape de jeudi, je pense que il est peut-être pas forcément obligé de mettre beaucoup de monde à l'avant. Il peut peut-être laisser une grosse échappée partir et puis essayer de filtrer seulement qu'un coureur qui soit à 10 minutes soit le premier de cette échappée au niveau du classement général. Donc d'ici le contre-la-montre, grosso modo, il peut avoir une semaine très calme, très cool, et ça va servir parce que les derniers jours de course sont difficiles. Il n'y a pas que l'étape numéro 16, hein. La 15 n'est pas simple, la 17 n'est pas évidente non plus. Et puis il y aura le Monte Grappa lors de l'étape 20, l'étape 19 où le final est un petit peu vallonné. Donc il faudra faire attention sur cette dernière semaine et il faut avoir du 109. Je pense qu'aujourd'hui de ne pas avoir joué l'étape était une bonne idée de la part de Pogačar, même si c'était à contre-cœur. Deuxième coureur top, Jan Tratnik. Ouais, le coureur, il a cru, je pense, à la victoire, lui, hein. C'était bien tenté au sprint intermédiaire. Enfin, sprint bonification, pardon. C'était bien tenté. Parce que c'était en haut d'une bosse, on en avait parlé hein, ce matin. J'avais dit, faites attention, tous les sprints sont en haut d'une bosse, quasiment. Donc il a tenté. C'était une petite bosse, hein, ce sprint bonification. C'était pas énorme. Mais ça n'a pas suffi. C'était l'Inter Giro, pardon. C'était pas le sprint bonification, c'était l'Inter Giro. C'était voilà une belle bosse du côté de l'Inter. Parce que j'ai dit lors du résumé de l'étape que c'était l'intermédiaire, c'était l'Inter Giro. Le sprint bonification, il était après. Mais voilà, sur l'Inter Giro, c'était bien tenté en haut d'une bosse. En plus, sur il fait l'effort, il y a la cassure derrière. Il décide de partir. Sauf que 37 km, bah, c'était un petit peu long pour lui. C'était un petit peu trop long. Hein. Ça faisait plus d'une heure d'effort. Et dans les 3-4 dernières minutes, il y avait, on voyait bien que le rythme était un peu plus heurté hein, du côté de Jan Tratnik. Surtout, on avait l'impression quand même que ça allait plus vite dans le groupe de chasse plutôt que dans le groupe Tratnik, surtout qu'il était tout seul. Ça l'aurait peut-être fait s'ils avaient été deux. C'est-à-dire, si Tratnik il part avec un autre coureur qui va tenir sa roue, imaginons avec un Simon Geschke, peut-être que ça va au bout. Le problème aujourd'hui de Tratnik, c'est qu'il a été tout seul. C'est ce qui fait que ça va pas au bout, mais c'était bien tenté de la part du coureur de la Visma Lease Bike. Parce que, bah oui, en sachant qu'il y a Pio Lafkoy, grosso modo, Tratnik, il a plus de sprinter à emmener, parce que je suis pas sûr que Van Dijk fasse ses sprints. Donc c'est vrai que du côté de la Visma Lease Bike, maintenant on se concentre complètement sur le général autour de Heutebrück. Et donc, Pogačar, Tratnik, il s'est dit, tiens, aujourd'hui, voilà, il s'est peut-être retrouvé en tête aussi par hasard. Il s'est dit, bon, je suis en tête, allez, je vais jouer ma carte jusqu'au bout, c'est pas une mauvaise idée. Et donc, voilà, belle journée de la part de Tratnik. Et puis, j'ai mis en top également Magnus Sheffield, le coureur américain, impressionnant hein, dans le final de l'étape, hein, Sheffield. Parce qu'il a fait un énorme boulot. C'est-à-dire que Ineos est en tête à 17 km 500. Il est encore là à 3 bornes de l'arrivée. Sheffield. Pourtant, c'est un grand gabarit, Sheffield. Hein. C'est pas un petit bonhomme. Donc non, c'est bien. Et puis ça montre que il a retrouvé de bonnes conditions physiques. Il arrive surtout à frotter parce qu'il faut réussir à rester en tête de peloton. Et ça, on pouvait avoir peut-être un peu plus de doutes parce que je rappelle que Sheffield s'est retrouvé dans la chute avec Gino Meder qui était décédé l'année dernière sur le Tour de Suisse, qu'il a vu le Suisse mourir hein, dans ce fameux pierrier et que ça a été compliqué à vivre pour lui. Il a mis beaucoup de temps avant de s'en remettre parce que ça a été un choc émotionnel, surtout qu'il avait 19 ou 20 ans, parce qu'il est jeune, hein, Sheffield, donc c'était très compliqué pour lui. Et là derrière, il arrive à en remettre. Du côté de l'américain, il arrive à retrouver, voilà, il a 22 ans, voilà, donc il arrive à retrouver une bonne condition physique. Et là, super étape aujourd'hui sur une journée de montagne. Il avait déjà fait un bon contre-la-montre à Perugia. Sur l'étape d'Estrade Bianche la veille, il avait énormément travaillé dans le final
Pour le moment, il fait du bon job. Il avait déjà fait 6e du Tour des Flandres cette année, pour un coureur qui avait fait assez peu de classiques. Il arrive aussi peut-être avec un peu plus de fraîcheur que d'habitude à cette période-là de l'année, parce que c'est vrai que les années précédentes, il avait fait pas mal de classiques auparavant, parce que c'est quand même plutôt un spécialisé classique, donc parfois vous arrivez avec un petit peu de fatigue. Et là, le travail d'équipier est vraiment bon. C'est un coureur en plus qui avait un peu stagné entre 2022 et 2023. Là, il arrive à en remettre. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne nouvelle pour le coureur américain. Maintenant, on va voir ce que ça va donner pour Magnus Sheffield. Parce que je pense que voilà, c'est un coureur qui peut être, qui peut être très dangereux dans les jours à venir. Donc, non, bien, très très bien. Voilà, du côté du coureur américain. On regarde tout de suite les bonnets d'âne. On va aller assez vite également sur les bonnets d'âne. La vidéo est un petit peu plus courte que d'habitude. Je commence avec Juan Pedro Lopez. Il n'a pas les jambes du Tour des Alpes. Voilà. Il a fait un très bon Tour des Alpes, mais je pense que son pic de forme était là. Où il est arrivé un peu trop tôt. Et bon, il a un début de Giro qui est pas catastrophique, mais il est un ton en dessous. Il est un ton en dessous. Là aujourd'hui, il essaye de prendre l'échappée. C'est Badjoli qui arrive à suivre Bardet, c'est pas lui. Donc c'est-à-dire que moi je me dis qu'en 3e semaine, ça va peut-être être compliqué pour Juan Pedro Lopez. Heureusement, encore une fois, ils ont plutôt misé sur Milan du côté de la Lidl Trek, donc du côté du sprint. Mais c'est vrai que du côté de Juan Pedro Lopez, je pense qu'il venait également pour tenter de chercher une victoire d'étape. Aujourd'hui, il était loin d'être en mesure d'aller chercher les meilleurs. C'est vrai qu'on s'attendait plus à ce que ça soit lui qui suive l'attaque de Paré-Peintre, que ça soit Badjoli. Donc il n'a pas réussi à changer de rythme, alors qu'on voit que c'est ce qui avait fait sa force sur le Tour des Alpes, c'est sa capacité à changer de rythme et sa capacité à anticiper également. Bon, là, il n'a pas pu anticiper parce qu'il n'avait pas les jambes, je pense, aujourd'hui à Juan Pedro Lopez. Dommage, voilà, du côté du coureur espagnol, parce que on a l'impression qu'il y a quand même du mieux chez Juan Pedro Lopez par rapport à la saison 2023 qui avait été compliquée, mais c'est pas encore le Juan Pedro Lopez de 2022, du Giro 2022 surtout, qui était très costaud. Il en manque encore une chouille. Mais bon, ça va peut-être arriver. C'est vrai que l'année dernière, il a une saison blanche. Donc là, il faut qu'il retrouve de nouveau des repères dans son entraînement, dans ses valeurs, par exemple, de watts, de rythme cardiaque, tout ça. Il faut qu'il retrouve des repères. C'est peut-être ce qui lui manque pour le moment, Juan Pedro Lopez. Deuxième bonnet d'âne, c'est Pellizzari. Il est en train de nous faire le même Giro que l'année dernière. C'est-à-dire qu'il passe complètement à travers. Moi j'étais plutôt confiant pour Pellizzari. On en avait parlé lors de la présentation des grimpeurs, ou notamment de la bagarre pour le maillot blanc. J'avais dit à Pellizzari, ça peut être vraiment une belle surprise, une belle carte. Il passe complètement à travers, complètement quoi. Et puis c'est pas seulement sur les chronos. Là aujourd'hui il perd 17 minutes, plus de 17 minutes. Il est avec les sprinters aujourd'hui, Pellizzari. Donc il n'est pas du tout dans le coup, même pour aller chercher une échappée. C'est vrai que certains s'étaient dit ce matin dans les commentaires, l'échappée est peut-être possible pour Pellizzari. Bon, moi j'étais un peu plus méfiant. J'ai pas voulu le mettre dans les commentaires. J'aurais peut-être dû le mettre dans les commentaires en réponse. Mais Pellizzari m'avait pas fait une si grande impression que ça. Après je me disais, bon, après une journée de repos, parfois il y a des coureurs qui se réveillent un petit peu. Qui se disent voilà, j'ai connu 10 premiers jours difficiles, c'était pas forcément mon terrain, et là j'arrive dans un terrain qui m'est un peu plus propice, donc qui arrive à se libérer dans ce genre de situation. Pour l'instant c'est pas le cas, il n'est pas du tout dans le coup pour le général, il n'est pas du tout dans le coup également pour les victoires d'étape, donc c'est un petit peu dommageable du côté de Giulio Pellizzari, parce que comme l'année dernière il a fait un bon Tour des Alpes, l'année dernière il avait déjà fait un bon Tour des Alpes, et puis ensuite sur le Tour d'Italie ça marche pas, et ça c'est dommage. C'est-à-dire qu'il y a encore du travail à faire sur les pics de forme, sur la gestion du calendrier d'une saison pour Pellizzari, savoir à quel moment il peut être performant, à quel moment il doit peut-être souffler à l'entraînement, couper, parce que là pour le moment il n'est pas dans le coup, et il semblerait que les jambes
ne répondent pas du tout. Puis je termine avec Heutebrook. Ouais, il perd un peu de temps quand même aujourd'hui, Kian Heutebrook. Alors c'était peut-être la difficulté de relancer la machine après une journée de repos. Encore une fois, il y a des coureurs qui aiment plus ou moins bien ce genre de situation. Peut-être aussi que l'abandon de Lafcoy l'a un peu affecté. Peut-être qu'il y a un rhume qui traîne du côté de la Visma Lease the Bike, parce qu'on nous dit, bon, il y a des petits virus en ce moment qui traînent. On a eu pas mal d'abandons ce matin sur l'étape avec des coureurs qui étaient malades. Je pense Vernon, je pense Lafcoy, aussi Max Canter. Donc s'il y a un virus qui traîne, c'est peut-être ce qui affecte Heutebrook. J'espère pas, parce que ça peut vous mettre hors course pour le maillot blanc, mais également pour le classement général. Donc j'espère qu'il va réussir à se refaire la cerise. Regardez Romain Bardet, là ça allait beaucoup mieux aujourd'hui que lors de l'étape numéro 2. Mais ouais, un petit peu inquiet voilà, pour Kian Heutebrook. Surtout qu'on sait que la Visma Lease the Bike n'est pas forcément l'équipe où les gestes barrières étaient les mieux respectés du côté de la période Covid. Parce que voilà, ils avaient fait... il y avait des coureurs voilà, qui avaient parfois fait des erreurs du côté des gestes barrières dans cette formation. Pour éviter de transmettre un virus, je crois qu'on n'a pas fait beaucoup mieux au final que le geste barrière. Donc c'est peut-être ce qu'il va falloir faire du côté de Kian Heutebrook sur cette journée. On va voir ce que ça va donner. Mais ouais, s'il y a un virus qui traîne, peut-être remettre le masque en prévention, peut-être faire attention lors des repas du soir. Si vous avez un coureur qui est un petit peu malade, peut-être le mettre un peu plus à l'écart des autres coureurs du groupe, parce que quand il y a un virus qui traîne comme ça dans un collectif, ça peut être un enfer, ça peut vraiment décimer une équipe. On se souvient l'année dernière de la Soudal Quick Step, ils ont fini à 3. Ils ont fini à 3 parce qu'il n'y a pas eu de chute pourtant du côté de la Quick Step, mais ils avaient tous été malades quasiment. Donc ça serait con que ça arrive également à la Visma Lease the Bike, surtout que c'est pas comme si cette formation avait énormément de coureurs pour accompagner Kian Heutebrook en montagne. Allez, on regarde tout de suite les différents classements pour terminer cette vidéo. Pour finir cette vidéo, comme tous les soirs, on regarde les différents classements. On commence par le classement de l'étape. Bien entendu, Valentin Paré-Peintre qui s'impose aujourd'hui devant Romain Bardet, Tratnik Badjoli, Aurélien Paré-Peintre, le premier coureur qui n'était pas dans cette fameuse échappée qui a compté une trentaine de coureurs. Si on regarde un petit peu plus bas dans le classement, on s'aperçoit que Ben O'Connor est à 3 minutes 14, c'est-à-dire qu'il reprend 4 secondes à Antonio Tiberi, qu'Alex Baudin est à 3 minutes 22, c'est-à-dire qu'Alex Baudin reprend du temps sur un Heutebrook, qui est 5 secondes derrière, mais surtout qu'Heutebrook perd plus de 10 secondes, il perd 13 secondes sur Ben O'Connor, donc pas forcément la bonne opération du jour. Alors c'était peut-être des difficultés liées à un lendemain de journée de repos. On voit ensuite Damiano Caruso. Piganzoli a perdu du temps également. 2 minutes de perdu pour Piganzoli de la Polti Cometa, qu'on devrait retrouver assez vite dans des échappées, je pense, en fin de semaine. Et puis, quand on regarde les derniers classés, vous voyez que ça ne s'est pas joué à grand-chose au niveau des délais. 40 minutes 17 au niveau des délais. Et Molano et Rui Oliveira, eux, étaient en 38,08. Donc ça a failli être chaud quand même pour les deux coureurs de la UAE, malgré une journée assez calme. Je pense qu'ils ont voulu jouer, mais ils ont failli jouer avec le feu dans la dernière montée. Du côté du maillot rose, toujours Tadej Pogačar en tête. Le classement n'a pas évolué. Du côté du général pour les 6 premières positions, Martinez, Guerin, Thomas. Donc on voit maintenant un Ben O'Connor qui est à 3 minutes 39. Donc là aussi, ça n'a pas changé par rapport à Martinez et Guerin, Thomas. Par contre, l'écart avec Heutebrook, ça a légèrement augmenté. Heutebrook, c'est à 4 minutes 15. Tiberi, 4 minutes 27. Romain Bardet, lui, est 7ème. C'est pour ça que la Bahreïn roulait, pour ceux qui n'avaient pas compris, parce que Romain Bardet pouvait être dangereux pour eux. Donc Tiberi a fait rouler ses hommes, et puis Fortunato, lui, est passé 8ème avec l'arrivée de Romain Bardet dans le top 10, qui devient donc le premier Français au niveau du classement général. Alex Baudin, lui, a perdu 2 places, parce que Zana aussi, qui était dans l'échappée, a repris un petit peu de temps d'avance, et on s'aperçoit que Pozzovivo est toujours là, 15ème, à 7 minutes 34 du côté du classement général, et un Valentin Paré-Peintre remonte 24ème,
Aurélien Paré-Peintre, lui, est 21e alors que le chat a décidé d'aller dans la litière. Du côté du classement du maillot cyclamen, Jonathan Milan toujours en tête devant Caden Groves et Tim Merlier. Vous avez Fiorelli qui est 4e et qui profite notamment des abandons d'un certain Olaf Koy en début d'étape, ce qui a modifié un petit peu ce classement. Fiorelli aussi qui profite des points qu'il a récupérés lors des sprints intermédiaires sur cette étape. On retrouve ensuite Pietro Bon, Pogacar, Geraint Thomas, Narvaez, Valgren, Bauhaus. Du côté du classement du maillot de la montagne, Pogacar toujours en tête, mais qui perd un petit peu d'avance par rapport à un certain Simon Geschke, l'Allemand, qui remonte à 58 points. Et puis Valentin Paré-Peintre fait une rentrée fracassante presque dans ce classement. Là, il avait pris quelques points lors de l'étape de samedi, mais il est désormais 3e avec 55 points, c'est-à-dire 59 points de retard sur Tadej Pogacar. On retrouve ensuite Daniel Felipe Martinez, Calme-Jeanne Bardet, Geraint Thomas, Calme-Jeanne qui avait tenté de prendre l'échappée ce matin, mais qui n'avait pas réussi. Du côté du classement des jeunes, eh bien, Huttebrook est en tête avec 12 petites secondes d'avance sur Antonio Tiberi. Zana est revenu 3e à 1,08, Arensman à 1,37 et Alex Baudin est à 2 minutes 23. Autant vous dire que rien n'est fait encore dans ce classement du maillot blanc, où on aura peut-être des surprises lors du contre-la-montre individuel de vendredi, je crois me rappeler, ou samedi, je ne sais plus, quand a lieu le contre-la-montre de cette Giro. Et puis du côté du classement par équipe, la très bonne opération aujourd'hui de la Décathlon, qui, grâce à la victoire de Paré-Peintre, mais également à la 5e place du frère Paré-Peintre d'Aurélien, plus Ben O'Connor, eh bien, reprend des secondes d'avance sur la Ineos, c'est même des minutes, vu qu'il y a désormais 7 minutes 07 d'écart. On retrouve en 3e position la Bora à 20 minutes 31 devant UAE et Astana, et qui perd 2 places, qui était 3e jusqu'à maintenant et qui se retrouve 5e. La Bardiani, elle continue sa remontée en étant 6e. Donc très belle performance, alors que EF a perdu 3 places dans ce classement. Et c'est toujours la Groupama qui est désormais à 3h12 de retard par rapport à Decathlon AG2R. Je rappelle le classement par équipe, comment il se fait. On prend tous les jours les 3 premiers coureurs de chaque formation. Et c'est ce qui permet d'avoir les écarts ou de ne pas avoir d'écart entre les différents leader. Nous, on se retrouve demain 7h pour la présentation de l'étape numéro 11. Étape numéro 11 qui devrait être plus calme en termes de parcours. Mais on parlera de cette journée. On parlera notamment encore d'un gros coureur dopé dans la portion cycliste du jour. Vous verrez, quand je parle gros coureur dopé italien, dans le top du top, vous allez voir ce que c'est. Et puis, eh bien, les 4 jours de Dunkerque, alors je ne sais pas si la vidéo aura lieu ce soir, demain, pour les 4 jours de Dunkerque, mais il y a déjà un short pour cette épreuve. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao sur la Meg Production.